Donc voilà, je m'appelle Jonathan Dumont, je suis ingénieur CNRS au GIMSALAB à Grenoble. Et dans le cadre de la réduction de l'empreinte écologique de la robotique, je vais parler de low-tech en mécatronique en particulier. Donc, je vais commencer par vous expliquer pourquoi on fait ça. Euh, Ça va se décliner principalement sous forme de projets étudiants pour le moment, donc c'est projets étudiants d'école d'ingénieur ou des stages, là où on travaille. Ensuite, je vous montrerai ce qu'on a pu faire aussi dans un cadre plus professionnel hors projet étudiant. On a eu l'opportunité de le faire, d'appliquer la démarche une fois. Et j'essaierai de faire un petit bilan de ce qu'on a appris sur le sujet depuis maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus. Et comme c'est la journée des roboticiens, puis c'est notre métier principal, la conception robotique pour la recherche, j'essaye à la fois de faire un peu un lien avec ce qu'on peut dire en robotique, en sachant que on fait pas de la robotique low-tech, mais on peut quand même mettre en avant certaines choses. Donc, donc déjà dans les motivations, là c'est le bilan de gaz à effet de serre du laboratoire GIMSALAB en 2021. Donc le GIMSALAB c'est un labo de recherche en signaux et systèmes. Donc on a pas mal de dimensions expérimentales, des plateformes, des prototypes autour de la robotique, mais aussi traitement du signal, traitement de la parole. Ça va se traduire par alors, est-ce que je peux avoir un truc? Voilà. Donc là, par exemple, sur le bilan en 2021, on voit l'impact carbone des déplacements professionnels qu'on a pour tradition de regarder de plus près, puis d'essayer de réduire. On a à peu près 75 tonnes équivalent CO2 pour les déplacements professionnels. Et on a séparé, parce qu'en fait, on a fait dans le temps, donc on a séparé les achats liés au matériel et instruments de laboratoire, c'est-à-dire hors achat informatique. Et là, on voit que on tombe sur un chiffre qui est à peu près équivalent. On voit ici 78 et achat informatique 26. Donc, ça veut dire que, bon, grosso modo, c'est des chiffres avec pas mal d'incertitudes, donc il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais ça donne des tendances. En gros, le poids des achats, on va dire high-tech, équipement de laboratoire, c'est à peu près équivalent à tous les déplacements professionnels. Et on peut rajouter encore un tiers pour le matériel audiovisuel. Donc, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est juste des ordres de grandeur. Ça veut dire que la conception de robots et d'équipements mécatroniques dans le laboratoire, c'est significatif. Après, de la dire que c'est équivalent, ça serait à affiner parce que, en gros, les outils actuels utilisés par Labo 1.5, l'outil GES 1.5 qui est fourni par Labo 1.5 qui permet maintenant de faire ces estimations d'impact carbone des achats. Pour la partie informatique audiovisuelle, elle est assez, la granularité est a priori assez fine. Elle a été faite spécifiquement sur les ordinateurs, les écrans, etc. Alors que pour le reste des achats technologiques de l'équipement de laboratoire, c'est basé sur les codes NAC, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des coûts carbone par millier d'euros dépensés. Et donc, finalement, par exemple, une caméra c'est entre 600 et 800 kilos par millier d'euros de CO2. Et du coup, si j'achète une caméra à 150 euros, ça aura un impact sans convaincre une caméra à 15 000 euros. Et finalement, dans notre contexte, ce qu'on voit nous, au quotidien au laboratoire, c'est qu'il y a des gens qui achètent des caméras à 150 euros et des gens qui achètent des caméras à 15 000 euros. Donc on sent bien que là, il y a encore quelque chose à faire sur cet indicateur-là. Si on veut vraiment vouloir travailler avec cet indicateur, il va falloir qu'on fasse le même travail qu'il y a eu a priori sur la partie informatique audiovisuelle. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour introduire le sujet. Après, ça va pas trop parler de ça, mais ça, c'était pour situer un peu les choses. Il y a un impact significatif, donc on regarde quand même cet aspect-là de près dans le cadre de notre métier. Donc, plus généralement, il y a le comité d'éthique du CNRS qui a fait une préconisation en 2022 sur ce sujet. Donc, en gros,
On nous invite à affirmer la responsabilité des acteurs et actrices de la recherche, à penser leur activité au regard des enjeux environnementaux, donc l'impact de nos achats dans notre métier d'ingénieur, conception de prototypes pour la recherche. On peut être amené à réfléchir à ça. Et donc, dans ce cadre-là, la low-tech est une des pistes à regarder. Le concept de low-tech est un concept intéressant pour ça, parce que justement, elle met la réduction de l'impact, la réduction de l'impact de la fabrication d'un objet en avant. Et ça va aussi de pair avec le fait que notre laboratoire de recherche, il est en lien avec une école d'ingénieurs de Grenoble qui s'appelle le NSEQ. Et donc, il y a de plus en plus d'étudiants qui sont en demande de ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que on a principalement travaillé sur des projets pédagogiques avec des étudiants sur le sujet de la low-tech mécatronique. Donc, la low-tech. Les deux transparents rapides, juste pour situer. Le premier, c'est le Low-Tech Lab, qui est une organisation nationale qui vise à promouvoir la low-tech. Donc, elle définit un objet low-tech comme utile, accessible et durable. Et donc, l'avantage, c'est que c'est une très grosse communauté. Il y a un site internet avec une bibliothèque de tutoriels, donc qui est assez riche. Et donc, nous, on a choisi de nous appuyer sur cette communauté-là pour travailler. C'est-à-dire, par rapport aux étudiants, c'est intéressant qu'ils aient accès à cette communauté et qu'ils contribuent à cette communauté. Donc, on a fait ce choix-là. Et après, côté enseignement-recherche, il y a une communauté spécifique enseignement-recherche qui s'est créée, qui est en train de grossir. Là, il y a un forum avec un site web. Hier, il y avait 246 utilisateurs. Donc, c'est quand même significatif. Et il y a de plus en plus de publications d'articles qui sortent sur le sujet. Donc, par exemple, les low-tech comme objet de recherche scientifique, une société pérenne et câble convivial, ça, c'est des articles de la psychologie. Une approche de la low-tech dans l'enseignement supérieur à la recherche. Là, la définition, elle est un petit peu plus précise. Donc, une technologie low-tech, c'est constitue une brique technique élémentaire d'une société pérenne, équitable et conviviale. Et on complète par pour aller vers une déconstruction de la technologie en brique élémentaire. L'idée, c'est de penser à un objet low-tech comme à l'intérieur d'une société durable. C'est juste pour avoir ces notions-là en tête, qu'on va commencer à se poser des questions, parce que quand on va parler de la low-tech mécatronique, il y a l'électronique, il y a des choses qui sont très impactantes, et donc on va se poser la question low-tech, pas low-tech, c'est souvent qu'on renvoie aussi, parce que low-tech, c'est pas low-tech. Je pense il faut pas trop se prendre la tête, juste se dire qu'on essaie de réduire l'impact environnemental de nos conceptions, de nos objets, et voilà. Donc, chacun peut choisir de l'appeler low-tech ou pas. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais vous présenter quelques projets pédagogiques que j'ai fait avec tous mes collègues à Grenoble, je suis à et puis à l'école d'ingénieurs UNSEQ. Donc le contexte, c'est de faire des projets pour les étudiants. Donc il faut que ce soit un objet low-tech. Donc on est dans le cadre de l'impact des objets électroniques. L'idée c'est de se dire on va plutôt viser aucun achat neuf, donc que du réemploi, y compris sur la partie électronique, puisqu'on sait que c'est ça qui va avoir de l'impact. L'autre contrainte qu'on pose, aux étudiants, c'est de documenter la démarche, c'est d'aller jusqu'à publier des tutos sur le site de TechLab pour partager la démarche. Donc ça, c'est une contrainte assez forte. Et l'autre chose, c'est de faire un projet qui est quand même en lien avec les disciplines enseignées, donc que ce soit un objet qui fait écho à certains enseignements qu'ils ont à l'école, que ce soit des projets pédagogiques, et on va pas juste faire quelque chose qui n'a pas de lien avec les disciplines qu'ils ont apprises. Et donc les ressources locales, donc, l'avantage des laboratoires de recherche et des écoles d'ingénieurs et des universités, c'est qu'on est vraiment dans un environnement propice pour ce genre de démarche. On est laboratoire de recherche, on a des ateliers mécaniques, électroniques, des plateformes de recherche en robotique, services informatiques. Il y a des Fab Labs dans les universités, dans les labos. Donc à Grenoble, on a 2 Fab Labs à proximité des étudiants, plus les ateliers du laboratoire. Et on a un tas de personnel technique et enseignants qui sont très compétents dans tous les domaines nécessaires. Donc, c'est vraiment un environnement idéal pour essayer de développer ce genre de projet.
À partir du moment où les étudiants sont motivés pour le faire, bien sûr, parce que c'est une volonté qui doit quand même venir des étudiants, on ne peut pas imposer ce genre de démarche. Voilà, donc je vais vous présenter un premier projet. Euh, alors, ah non, pardon, excusez-moi. Donc là, oui, par rapport au choix du projet, donc il faut quand même restreindre le choix parce que on peut pas faire n'importe quoi. Si c'est trop compliqué, ça va prendre trop de temps. Et surtout, à partir du moment où on part sur quelque chose qui est en réemploi, la difficulté, ça va être les équipements. Donc, parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du stock qu'on a, du stock qu'on a trouvé, et on va essayer de réfléchir à quel objet on pourrait faire d'utile et de simple mais technique. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et donc, bah, par exemple, on peut retourner à Holotech Lab, sur le site de Holotech Lab et regarder un peu les tutos, et on voit, par exemple, il y a des choses autour de récupérer des batteries de seconde vie, fabriquer des petits à partir d'un pédalier, fabriquer des lampes solaires, fabriquer un véhicule électrique, etc. Donc il y a pas mal de choses déjà existantes, puis on peut imaginer d'autres choses à partir de ce qu'on a sous la main. Donc le premier projet que je vais détailler, en fait, celui-là, je vais vraiment le détailler pour que vous voyez un peu la démarche et les différentes étapes qu'on fait avec les étudiants, puis après, ça va décliner la même chose sur les autres projets, donc je ne vais pas détailler les autres. Mais voilà, donc ce projet-là, c'est un projet qu'on a proposé à plusieurs reprises à des étudiants et des stagiaires. Donc, on a alterné le projet étudiant, stage, projet étudiant, stage en fonction des budgets qu'on avait et puis des étudiants motivés qui postulaient. Il y a eu des années où il n'y a pas eu d'étudiants qui ont postulé sur le projet. Et donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une boîte à histoire audio. Donc, la partie intéressante, c'est la partie utile, en fait, c'est que les boîtes à histoire audio, c'est des choses qu'on peut acheter en commerce, hein, bien sûr, mais c'est un objet qui peut être utile dans les structures d'aide à l'enfance, par exemple, l'Italie, ou pour l'entrée dans la lecture des jeunes enfants. Donc, c'est quelque chose qui est assez reconnu. On a besoin de ce genre d'objet pour mettre sur les oreilles des jeunes enfants pour commencer à entendre des histoires, raconter des histoires, entrer dans la lecture, etc. Donc, bon, l'idée, c'est de se dire comment on pourrait fabriquer ce genre d'objet avec les étudiants. Donc, on commence par décomposer on commence à prendre l'objet puis le décomposer en définir une fonction principale. Donc, après, on va définir des spécifications avec des pages de performance. Donc, je reviendrai dessus, mais l'idée, c'est si on est trop restreint dans les performances, après, on risque de pas y arriver, notamment à faire plusieurs pièces qui remplissent le même objet. On décompose en fonctions élémentaires, on identifie les interfaces et on identifie le matériel compatible. Des fois, on part dans l'autre sens, on regarde le matériel qu'on a et puis on essaie de les combiner ensemble. Donc ça revient à ça. Là, pour notre histoire de boîte d'histoire, le groupe principal, c'est plutôt une carte électronique qui a une prise USB pour lire une clé USB dans laquelle on va mettre les histoires MP3, une sortie de jack pour pouvoir envoyer sur une partie d'amplification, des entrées tutoriels pour mettre des boutons lecture stop, un écran qui est optionnel. En fait, on avait les écrans sous la main, donc on les a mis, mais en fait, ça pourrait marcher sans écran. Puis après, une partie alimentation. Donc, on sait que par exemple, la carte électronique, elle alimente en 5 volts. On va récupérer des enceintes amplifiées de PC. Alors, ça, c'est par exemple dans les laboratoires, on en a pas mal qui datent d'une époque où on mettait des enceintes amplifiées. Donc, ça, c'est pareil. Bah, si elles sont aussi alimentables de 5 à 9 volts, bah, ça va être compatible. On va venir avec un bloc secteur de 5 volts, on va les connecter ensemble. L'interface entre la carte et l'ensemble amplifié, c'est une connexion jack standard. Donc voilà, grosso modo, on a notre bloc fonctionnel. On va maintenant récupérer les éléments. Donc, on récupère les différents éléments. Et après, voilà, ce qui est important, c'est de faire les tests unitaires. Parce qu'à partir du moment où on a récupéré les cartes, les enceintes, etc., on va commencer à les démonter, regarder si c'est bien compatible. Et puis, il va quand même falloir vérifier que ça teste, parce qu'à partir du moment où c'est du réemploi, et on a souvent des choses qui ne marchent plus. Donc, soit il faut les réparer, soit il faut les jeter, puis en trouver d'autres. Donc, voilà, la démarche, c'est de tester chaque chose indépendamment. Ensuite, la partie plus technique, en général, comme je disais, on va essayer sur la partie technique. Donc là, c'est la partie programmation de la carte. Donc, c'est des cartes électroniques que ST Microélectronique a donné en masse au Fab Lab parce que c'était complètement obsolète. C'est des cartes qui datent de 2011.
Donc, il faut que les étudiants ressortent les environnements de travail, enfin, reprennent en main l'environnement de travail qui peut être ancien, et puis développent la partie programmation. Donc, ça, c'est des étudiants d'informatique. Donc, voilà, avec des problèmes classiques de programmation. Après, on fait l'assemblage complet, on va dire en volant comme ça, on fait l'assemblage, on teste que tout fonctionne bien, quand tout fonctionne bien, on fait la partie mécanique, qui est la partie aussi un peu low-tech, un peu plus classique. On va faire de la mécanique, un petit peu de découpe sur du plastique, des choses comme ça. On fait la validation finale, et pour finir, on réalise le tuto et on met en ligne le tuto pour documenter toute la démarche. Ça permet aussi de revenir sur les choses et puis se poser la question, est-ce que c'est reproductible? Donc voilà pour le schéma des projets. Je regarde en même temps. Voilà pour le schéma des projets classiques qu'on peut faire avec les étudiants dans ce domaine-là. Donc là, je vais vous présenter un deuxième projet qu'on a fait cette année. Donc très rapidement, c'est la même démarche. Là, l'idée, c'était les étudiants ils voulaient faire un ampli sonore pour leur foyer, pour leur événement. Donc ils sont partis ils ont fait l'analyse, ils sont partis d'une chaîne amplifiée récupérée. Donc là, ils ont démonté la chaîne, ils ont récupéré ce qui les intéressait, ils ont viré le lecteur classique, etc. Ils l'ont mis en boîte, ils ont ajouté un récepteur Bluetooth. Et voilà, la partie technique là, qui était intéressante, c'était la partie acoustique. On trouvait des tutos en fonction de haut-parleurs qu'ils ont trouvés, comment dimensionner le caisson de basse en bois pour avoir des performances de son intéressantes, pour avoir une bonne puissance. En fait, cette conception-là est importante pour bien produire un son assez puissant, pour ne pas perdre de son, en fait, de puissance de son. Et donc, dans le temps imparti sur quelques mois, dans un projet tutoré, ils ont réussi à faire toute cette démarche-là, plus le tuto, et voilà, on était assez contents du résultat, ils étaient contents aussi. Donc maintenant, ils l'ont installé a priori dans leur foyer. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Et puis enfin, troisième projet étudiant, qui est un petit peu plus, là celui-ci, il est un peu plus sur la durée aussi. En fait, c'est pareil, c'est sur plusieurs années. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur la partie, sur les disciplines d'automatique, de contrôle et d'énergie nucléaire. Donc, la question qu'on pose, c'est comment faire un système éolien efficace à partir d'éléments de seconde main. Donc, les éléments de seconde main, ça va être ça paraît simple, mais en fait, c'est déjà assez compliqué. Donc, il y a la partie éolienne, la partie électronique, on va dire, et puis la partie batterie. Donc, ça se passe comme ça, on décompose. Donc, il y a l'hélice, la génératrice. La génératrice est connectée à un système électronique, contrôleur, avec un environnement de protection. Et puis la batterie. Donc là, le cahier des charges, c'est qu'on avance au fur et à mesure des années, avec les stagiaires et les projets étudiants. C'est étant donné une hélice qu'on a sous la main, étant donné un moteur qu'on a sous la main, et on voit que là, les hélices sont soit fabriquées en bois, soit en PVC et en impression 3D, soit c'est des hélices de récupération. Là c'est des hélices de drone, parce qu'en fait, on a une activité drone au laboratoire, donc on a des stocks d'hélices usagées. Au niveau des moteurs, c'est pareil, on a des moteurs de drone, mais ça peut être aussi, il y a un étudiant qui a travaillé sur un moteur de hoverboard. Là, c'est un moteur d'éolienne Bigot, que vous connaissez. Et ça, c'est une hélice d'éolienne Bigot. Donc ça, c'est une hélice auto-construite en bois à partir de plans qui sont publiés, qui sont le tuto d'éolienne autoconstruite Bigot. Donc c'est l'hélice en bois et le générateur autoconstruit aussi à partir de résine et d'aimants donc, j'ai des hélices, j'ai des moteurs, j'ai un système électronique. Là, le plus simple, pour l'instant, on a travaillé que sur celui-là, c'est le pont redresseur avec les cigognes, donc c'est qui que j'ai montré tout à l'heure. Celui-là. Voilà. Et les batteries, en fonction de la taille, des piles ou des batteries lithium-ion. Et pour les plus gros, ça va plutôt être des batteries type des batteries des batteries de voiture. Et donc, l'histoire, c'est que là, pour que ça fonctionne, en fait, une éolienne, ça ne fonctionne pas tout seul, il faut qu'elle soit pilotée sur le bon point de fonctionnement. Donc, là, la démarche, c'est justement d'essayer de régler ce problème de compatibilité entre les différents éléments qu'on va choisir. Et donc,
Si je sais, si j'arrive à dire si c'est compatible ou pas, je peux choisir mes éléments. Je ne peux pas forcément les modifier, mais je peux au moins les choisir. Donc, par exemple, là, les étudiants, on leur a fait caractériser les vis. Après, on fait caractériser séparément le moteur. Donc, le moteur plus le redresseur. Donc, pour le coup, on caractérise la batterie. Et après, on utilise des outils qu'on utilise à l'école classiquement pour prédire les performances du système, est-ce qu'il va bien fonctionner ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, OK, la batterie est bonne, ou plutôt que je prenne une batterie lithium avec un plus faible voltage, ou il faut que je prenne plutôt une batterie vanille, etc. Ou il faut peut-être que je modifie les pales pour que ça marche mieux. Et donc voilà, ça c'est des outils qu'on commence à avoir développé avec les étudiants. Là, c'est en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le couple mécanique d'un côté, le couple électrique de l'autre, et puis le point de fonctionnement, ça va être l'intersection des deux. Donc on voit graphiquement ce qui se passe vraiment réellement pour les différents précédents. Et puis là, on va avoir l'équivalent d'une courbe de puissance. Enfin, c'est pas tout à fait une courbe de puissance, c'est le vent par rapport à l'efficacité des éoliennes. Et ça, en rouge, c'est l'outil de simulation, et en vert, c'est les mesures qu'ont fait les étudiants là, cette année. Donc, c'est quand même. Alors, on a dû recaler des choses, mais c'est assez prometteur, je trouve. Après, il y a encore du travail à faire, mais voilà à peu près où on en est. Donc, voilà pour les projets étudiants. Je pense que j'ai un peu plus de 40. Ouais, tu as encore 10 minutes, mais si on peut discuter, c'est bien aussi. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la démarche qu'on a fait avec les étudiants on a, à côté de ça, on a eu l'opportunité de fabriquer des objets low-tech, mais directement dans notre conseil, dans notre environnement professionnel dans le cadre de la fabrication de maquettes pédagogiques. Donc pour les 5 TP, classiquement on va fabriquer des choses. Donc voilà, rapidement, il s'agit d'une manip didactique. À l'origine, c'était ces manips-là, donc il y avait deux tables de manip, il y avait celle-là et celle-là. Il y avait à peu près la même caractéristique, donc qui étaient assez disparates. À un moment donné, elles sont tombées en panne les unes après les autres, il a fallu tout refaire, et donc on s'est dit, bon, on va essayer de garder cette même contrainte en réemploi, en réemploi, en démarche de tech, mais tout en documentant la démarche. Et donc, les contraintes qu'on a dans un cadre de salle de TP, c'est qu'il faut que ce soit facile d'utilisation, que ce soit très robuste, parce qu'ils sont vraiment soumis à une épreuve, un minimum esthétique et sécurisé aussi pour pas que ce soit dangereux pour les étudiants. Et l'autre contrainte forte, c'était qu'il en fallait 9 identiques. Donc ça, c'était un peu la partie compliquée. Donc voilà, on a refait une décomposition et finalement, donc, on a réussi à fabriquer les 9 maquettes là, que vous voyez ici. Et à la fin, on a récupéré une partie des anciennes ventilateurs qui fonctionnaient encore et on a pris des ventilateurs d'ordinateur. Et là, récemment, on a réussi à aller jusqu'au tuto. Et le tuto, l'intérêt, c'est que il partage la méthode pour les fabriquer, mais aussi l'enseignant a accepté de mettre son sujet de TP. Donc là, vraiment, on a un TP clé en main avec le sujet en licence libre et la méthode de fabrication. Donc, pour revenir un peu sur les difficultés, on avait un peu des. Le problème, c'est d'avoir 9 éléments identiques quand on va faire de la récupération. Donc, quand on n'a pas le stock suffisant, on va prendre 2 éléments séparés. Et à partir du moment où on a 2 éléments différents, on va avoir des performances qui sont un peu différentes. Donc, on va devoir définir des pages de fonctionnement. Et donc, c'est là où on a pu un peu dire, bon, pour le TP, l'attention, elle va être telle valeur et telle valeur, mais globalement, le comportement est le même. On arrive à démontrer ce qu'on veut démontrer. Simplement, d'un TP à l'autre, c'est pas exactement les mêmes mesures. En fait, c'est pas vraiment un problème. Pour certaines choses qu'on n'avait pas non plus suffisamment nombreux, par exemple Spirilla, on a rempli la découpe laser avec du bois. On aurait préféré trouver suffisamment de ça, mais on n'a pas réussi pour l'instant. Voilà, grosso modo. Dans le contexte professionnel, la conclusion, c'est que la partie recherche de matériel, c'est ce qui nous a pris le plus de temps en fait. Et donc, c'est difficile de trouver soit en vente, soit en achat seconde main, du matériel comme ça, juste du jour au lendemain. Et le fait que ce soit des choses un peu de récup, il faut quand même les retester. Et puis à chaque fois, il y a des petites adaptations à faire si elles sont un peu différentes. Et donc finalement, on n'a pas vraiment d'économie d'échelle. Quand on fait 9 manips de TP, on fait quand même 9 fois le prototype. On ne fait pas une fois le prototype et puis après on le fait à la chaîne. C'est quand même un petit peu plus, contraignant quand on en a beaucoup à faire d'un coup.
Et par contre, la conclusion, c'est que ça a bien fonctionné. Là, on a fait 2 cycles de TP, donc sur 2 ans, à chaque fois 36 heures d'utilisation. Les pannes ont été réparées dans un temps raisonnable, voire assez rapide. Les étudiants ont donné des retours positifs, les encadrants globalement aussi. Le retour qu'on a eu, c'est que ça ne faisait pas suffisamment trop pour les publics non étudiants, parce qu'on avait des formations professionnelles. Donc ça, bon, voilà, ça peut peut-être, je pense que ça se travaille aussi. En fait, si on commence à mettre de l'impression 3D pour faire un peu la jonction, la glue entre les différents éléments, que ce soit un petit peu plus esthétique, c'est pas impossible à faire. Donc voilà, globalement pour les projets. Donc sur le bilan, le passage en échelle, j'essaie un peu de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça. Donc comme je disais, le problème pour l'instant, c'est surtout le stock. Donc c'est comment gérer le stock. Donc, par exemple, tu peux voir sur les différents projets qu'on a, il y a des choses qui reviennent, les interrupteurs, les blocs secteurs, ces choses-là, les ventilateurs, c'est des choses les batteries, les moteurs. Tout ça, c'est des choses, on sait que ça peut être utilisé pour différents types de projets, et même d'autres projets qu'on imagine pour plus tard. Donc on sait que bah ça, si on en récupère, on peut les garder. Si on a des choses qui partent à la veine, on dit ok, ça on récupère, puis on va pas tout garder parce qu'il y a des problèmes de place après. Mais, donc quand on commence à faire ce genre de projet, on commence à voir un peu qu'est-ce qui serait utile de conserver parce qu'on pourra les réutiliser et qu'est-ce qui potentiellement ne sera jamais utilisé, donc on peut les mettre directement dans un filière de recyclage. Et donc là, il y a vraiment l'intérêt à mettre en réseau les acteurs et faire un réseau de dons et de revente parce qu'on ne peut pas chacun garder tout dans son laboratoire, quoi. Et donc, bah, par exemple, il y a la bourse matérielle CNRS qui fait un peu ça, mais pas tout à fait. Donc, ça peut s'utiliser. Après, il y a d'autres acteurs. Voilà, et par rapport à la commande publique, on veut commander des choses, on a des contraintes, et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas vraiment fait pour acheter des choses en seconde main. On peut pas acheter sur le bon commande, par exemple. Donc, il y a quand même des choses à travailler, même si on arrive quand même à se débrouiller. Il commence à y avoir des acteurs là qui font du matériel informatique en reconditionné, par exemple, qui sont enregistrés au CNRS. Donc, c'est Back Market, par exemple, ou Rebuy, dont on peut commander en carte bleue, mais via le CNRS. Il y a aussi des acteurs, par exemple, des startups qui sont OK pour acheter sur bon point, tester et revendre, donc faire un peu du reconditionné sur mesure à la demande. C'est des choses qui sont faisables aussi. Il suffit de trouver un collaborateur qui est prêt à faire cet effort et à jouer le jeu du réemploi. L'autre aspect important, c'est quand on récupère quelque chose, bon, le voisin n'a pas forcément la même chose, donc l'idée c'est de pouvoir faire des choses quand même qui sont remplaçables, et notamment bah, sur l'histoire de la boîte d'histoire, la fameuse carte électronique. Bon, bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que je peux pas utiliser une autre carte obsolète, typiquement la Raspberry Pi 0 Pi 1, qui est des choses qu'on a un peu dans les tiroirs aussi, quoi, qui commence à plus être trop utilisées. Bon, bah, il faudrait refaire en fait la partie code pour pouvoir avoir les mêmes interfaces USB, sortie jack, les boutons, mais finalement reprogrammer pour avoir une deuxième version, une deuxième possibilité. Tout comme on peut utiliser plusieurs types d'empreintes, plusieurs types de boîtes en fait. Donc voilà. Et bah, par rapport à l'enseignement, je trouve que c'est super positif. Les étudiants sont assez intéressés. Et puis là récemment, on a fait le test avec les stagiaires de seconde qui ont débarqué en masse au laboratoire. Et donc on a fait le test, on a pris notre stagiaire première année de l'école et on leur a fait encadrer des secondes et ça a assez bien marché. On leur a fait justement réfléchir à cette histoire travailler sur le stock. Donc on leur a donné notre stock de blocs secteurs et notre stock de ventilateurs et on leur a fait tester. En fait, ça permet à ce qu'ils se mettent un peu à la réparation, qu'ils sachent à la fin, ils savaient utiliser un voltmètre, une alim, faire des branchements et bon, globalement les retours étaient assez positifs. Voilà, après donc ce que je disais c'est assez coûteux en temps et donc bah, typiquement ça avance bien quand on a des stagiaires des projets étudiants, mais surtout ça avance bien quand on a des stagiaires et bon bah c'est un certain coût. Donc là le côté positif c'est que là cette année j'ai réussi à avoir l'appel à l'initiative transition écologique CNRS. C'était achat durable, utilisation, recours à l'économie circulaire, réemploi. Donc là, pour le coup, ça marchait bien et ça finançait les stages. Donc voilà, on a obtenu, c'est pas grand chose, mais
pense que c'est symbolique, on a commencé à avoir beaucoup d'informations là-dessus. Il faudrait arriver à trouver des financements pour financer ces trucs-là, parce que mine de rien, ça prend quand même du temps, quoi. Et donc, comment on peut faire, comment on peut faire pour aussi avancer sur la démarche? C'est valoriser la démarche. En fait, il y a plein de choses qu'on fait déjà en fait, par bon sens, souci d'économie, pingorerie, je ne sais quoi. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà au laboratoire quand on fait nos conceptions. Et donc, déjà rien que valoriser ces démarches-là par rapport à d'autres et pas dire, OK, c'est du bricolage, c'est de la pingorerie. Non, c'est valoriser, c'est de la réduction d'impact. Et donc, comme je disais au tout début, ça serait intéressant de travailler sur une meilleure mesure de l'impact des achats. Ça, c'est ce que je disais au début. Parce que si on a un meilleur thermomètre, on pourra peut-être un peu plus affiner. Je pense qu'on a... C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Donc, j'avais des choses sur les empreintes. Éventuellement, ce soir, on pourra discuter vite fait s'il y a des choses que on va revenir. Merci. Je sais pas si on a il y a des questions. Parce que pour tout ce que vous avez mis en place pour l'instant, c'est pour les étudiants. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être à un moment donné transposable dans les labos de recherche, faire des expérimentations de recherche? Alors, fabriquer des robots pour la recherche? Oui, enfin, ou alors réemployer, parce qu'en fait, soit il sera compétent dans la recherche en politique, je comprends, en fait, tu peux avoir des propos, développer des propos labo, de robotique, et tu peux soit regarder ce qui existe dans le marché, soit peut-être reconcevoir des propres robots, mais il faut qu'on pense de fait aux études. Est-ce que tu penses que ça peut être envisageable? Parce que la question qui vient derrière, c'est en termes de qualité d'expérimentation, qualité de résultat, qualité de données. Est-ce que c'est faisable, envisageable? Alors, je pense déjà pour la partie robotique, réseau des roboticiens, déjà il y a la robotique médicale, la robotique agricole, la robotique mobile véhicule, la robotique aérienne, la robotique manipulation. Donc à chaque fois, je pense que c'est une histoire différente. Et donc, justement, j'avais prévu des slides là-dessus à la fin, donc je les mets vite fait. En fait, nous, au GIPSA, on fait la robotique aérienne. En fait, typiquement, on a vraiment cette idée de dire on fabrique des drones, et quand on les utilise plus, on réutilise les pièces pour le projet suivant. Donc, ça, c'est le calendrier, puis etc., les différents projets. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. Alors, c'est pas la low-tech, mais ça reste cette histoire de je réutilise quand même nos propres moteurs. On a des moteurs, des moteurs de vol, c'est des nôtres. On l'utilise et le jour où on n'a plus besoin du drone particulier de tel ou tel projet, donc là par exemple différents drones, on va pouvoir récupérer les hélices de celui-là pour mettre sur le suivant, etc. Parce que justement, on a réussi à faire des choses un peu compatibles en ayant des interfaces. C'est ça que je voulais montrer aussi. Bah, du coup, j'ai un peu trop de temps. Mais en gros, c'est ça l'idée. C'est d'avoir des choses un peu interchangeables parce que en plus et ça a aussi un gros impact écologique, en plus du problème de coût, il y a un problème d'obsolescence. C'est-à-dire que là, on est souvent confronté au fait que, mais c'est vraiment spécifique, je pense, à la robotique aérienne, parce que c'est du matériel grand public de hobby, en fait. On va acheter quelque chose un jour, dans 2 ans, on veut refaire le même parce qu'on l'a cassé, on ne peut plus l'acheter. Donc là, c'est vraiment un gros problème, et à chaque fois, on est obligé de recommencer de zéro. On a vraiment fait ça pour ça. Et sinon, il y a Robin aussi, Passama, qui avait fait une planche là-dessus, parce qu'on avait présenté ça au dernier TechDays. Là, c'est pareil, là, c'est plutôt pour la robotique manipulation. Et donc, bon, il y a une histoire de matériel coûteux installé sur du matériel coûteux, et donc, en gros, le choix, c'est effectivement, comme tu dis, conception en interne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire la conception en interne, en open design, pour pouvoir maîtriser et réparer. Et donc, ça, c'est une première étape. C'est pas de la low-tech, mais c'est déjà, on va dire, quelque chose qu'on faisait déjà avant que le terme low-tech soit avancé. Et finalement, c'est du bon sens. Mais ça a s'est repris dans la low-tech après. Oui, je voulais demander l'impact
environnementale de la partie électronique, justement, l'histoire de dire on fait du réemploi, c'est vraiment parce que c'est un objet qui a été fabriqué et utilisé et qui part en rebut. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est du gisement, il y a des gens qui parlent de mini urbaine, en fait, ça veut dire on a à notre disposition des équipements électroniques, par exemple des moteurs de machines à laver usagés. Et donc, la démarche qu'on essaie de faire avec les étudiants, c'est comment on peut combiner tout ça. En fait, quand on conçoit un objet technique, on a une démarche d'intégrateur, on a créé différents types pour les intégrer. Ben là, finalement, c'est la même démarche d'intégrateur, mais sauf que la démarche d'intégrateur, c'est dans un contexte où j'ai des choses imposées que je récupère. Et donc, là, on considère que l'impact environnemental, elle est moindre, puisque c'est des choses qui ont déjà été produites pour un autre but et qui partent, en fait, qui partent au recyclage, dans le meilleur des cas, voire à la poubelle. Donc là, on leur donne une seconde vie. En fait, on peut considérer que l'impact environnemental est minime de ce côté-là. C'est comme si votre objet, le drone là, c'est le drone, c'est pas le tech, hein. Moitié de tech, un quart de tech ou dixième de tech parce qu'on a remis un usage des trucs, ouais. Alors que le truc est complètement de tech parce qu'on a autant de petites techniques qui auraient jamais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que là, on va dire que là et là, c'est pas le tech, là, j'ai bien marqué pas le tech. Alors que ce truc-là, on peut considérer que c'est le tech. Même s'il y a une carte électronique, je ne sais pas si vous connaissez cette carte, c'est une carte qui a été produite, qui a été pas mal utilisée dans les écoles d'ingénieurs, les labos, il y a autour de 2012-2009. Aujourd'hui, il y en a dans des tiroirs, elles ne servent plus en fait, parce qu'il y a des nouvelles cartes puissantes, donc elles sont là. Soit on les jette, soit on peut fabriquer ce genre d'objet avec. Et donc là, on considère que l'impact écologique de cette carte en 2009 il était important, mais en 2024, on considère que là c'est du rebut, et donc on peut les utiliser, et en quelque sorte, c'est très faible impact. Ouais. Que moi, dans mon idée, il y avait dans la low-tech, l'idée qu'on utilisait des matériaux simples, etc. Et ouais, c'est une vraie question. C'est là où il y a effectivement la partie accessibilité, simplicité. Quand on fait ça avec des élèves ingénieurs, l'objectif aussi, comme j'expliquais au début, c'est d'avoir une démarche pédagogique, de les former sur les métiers techniques. Et donc, soit on leur fait développer des choses techniques sans cette contrainte tech, soit on rajoute la contrainte tech. Mais il faut que ce soit technique. Donc, forcément, on perd un peu cet aspect accessibilité pour tous, simplicité. Tout le monde ne peut pas programmer cette carte-là. Alors, on a tout documenté dans le tuto, et en fait, dans le tuto, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit voilà comment faire pour injecter le code. Pas forcément pour redévelopper le code. Le code, il a été développé par les étudiants, il est fourni, et il y a une démarche pour injecter le code là-dedans. On n'a pas forcément besoin d'être informaticien, il faut un ordinateur et savoir un peu ce que ça va dans l'ordinateur. J'allais dire, c'est à peu près tout. Donc, une question plus générale, c'est en fait, ce qu'on rend compte avec cette démarche, c'est que le marché produit plein de produits finis à partir de cette démarche d'assembler les pièces avec une production, etc. Et en fait, finalement, est-ce que on ne pourrait pas normaliser ça? C'est-à-dire dire, voilà, comme c'est par bloc qu'on réfléchit, si on normalise, on dit, bah voilà, il y a tel bloc, tel bloc, tel bloc, tel bloc, et on ne fait pas des milliers de blocs différents. Puis on réglemente aussi l'incrémentation, de bloc par bloc, de manière à avoir un truc qui est beaucoup plus lisible, parce que bon, vous vous débrouillez, parce que vous y arrivez, mais c'est pas facile. Voilà, enfin, même pour vous, c'est pas facile. Donc, c'est une vraie question, et je propose qu'on mette ça dans le débat de ce soir, où justement ce sera un des leviers d'action, de faire des trucs modulaires. Ça, c'est vraiment un truc où. Et c'est un peu déjà ce que tu veux, une liste qui s'enlève, on en remet une autre, et faciliter la modularité et la reprise de code, des choses comme ça. Donc je propose qu'on discute tout tard pour pas trop prendre de retard dès maintenant. Mais effectivement, c'est un point intéressant et je le note dans les questions qu'on traitera